Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire dédié au coronavirus et dédié aux élus CSE. Je suis Myriam Victor, chef de projet chez Jury Travail et chargée des CSE. Et je suis moi-même secrétaire du CSE et déléguée syndicale de notre US. Face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, nous savons que vous avez beaucoup de questions, soit concernant votre rôle d'élu en cette période, soit des questions en lien avec les salariés de vos entreprises. Chez Jury Travail, nous avons souhaité nous mobiliser à vos côtés en vous faisant bénéficier de toute l'information juridique dont nous disposions, mais aussi en vous ouvrant notre réseau d'experts. Et nous avons donc la chance aujourd'hui de recevoir Maître Baudin, avocat au barreau de Paris en droit du travail. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette conférence afin de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à Maître Baudin qui va y répondre durant cette session. Nous avons prévu 45 minutes. Nous allons essayer de nous y tenir. Juste quelques informations que je tenais à préciser avant de démarrer. Nous avons mis à disposition une page sur le site Jury Travail qui rassemble un petit peu toutes les informations dont vous aurez besoin pour cette période. Donc, l'adresse, c'est www.jurytravail.com/coronavirus. Cette page répertorie tous nos articles, tous les dossiers, ainsi que les plannings des différents webinaires qui sont prévus dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Si vous souhaitez poser des questions, des personnes de l'équipe Jury Travail sont chargées de vous répondre dans le chat en vous aiguillant vers des articles ou des dossiers de notre site. Donc, pour y accéder, il faudra vous servir de la barre de configuration qui doit apparaître en bas de votre écran. Et c'est un bouton orange ou rouge dans lequel vous pouvez, après avoir cliqué, vous pouvez soumettre vos questions et nos équipes vous répondront. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, nous avons également précisé les coordonnées de Maître Baudin sur la présentation que vous voyez actuellement. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Nous avons reçu beaucoup de questions pour cette conférence et nous vous en remercions. J'ai consulté toutes vos questions et je les ai regroupées sous différentes thématiques qui sont les suivantes. Donc, fonctionnement et droit du CSE en cette phase de crise sanitaire. Des questions plus spécifiques au CSSCT et aux mesures sanitaires à prendre. Des questions sur l'activité des délégués syndicaux, puis sur la mise en place du chômage partiel. Il y en a également d'autres sur les congés payés, RTT et heures de récupération. Des questions plus propres à la défense des salariés. Et nous terminerons avec 2 questions sur une thématique un petit peu plus spécifique, mais qui nous tenait particulièrement à cœur de traiter, puisqu'elles vont concerner les personnels de santé à qui nous devons tant en ce moment. Donc, commençons d'abord par les questions portant sur le fonctionnement et les droits du CSE. Maître, quelles sont les prérogatives du CSE en cette période de crise sanitaire? Quand et sur quelle thématique doit-il être consulté par l'employeur? Alors, s'agissant des prérogatives du CSE, elles sont les mêmes qu'en temps normal. Les mandats des membres du CSE ne sont pas affectés ni par la crise sanitaire, ni par la mise en chômage partiel de l'entreprise. Et d'ailleurs, cette mise en chômage partiel, c'est l'un des thèmes qui doit faire l'objet d'une consultation du CSE, tout comme les autres thèmes de consultation obligatoire qui doivent continuer à faire l'objet d'une consultation du CSE, tels que
la modification importante de l'organisation et des conditions de travail qui peuvent arriver en ces temps de crise, ou encore des consultations qui pourraient porter sur des licenciements économiques collectifs, comme on peut l'imaginer. Tous ces thèmes-là doivent donc faire l'objet d'une consultation préalable du CSE, sauf pour l'activité partielle ou chômage partiel, qui depuis le décret du 25 mars 2020, comme beaucoup d'entre vous ont pu le voir, a assoupli cette obligation de consultation préalable, qui laisse l'employeur désormais libre de formuler sa demande de chômage partiel auprès de l'administration sans consultation préalable du CSE, et l'employeur a alors 2 mois à compter de cette demande de chômage partiel pour consulter le CSE et transmettre l'avis à l'administration. Donc, c'est le seul cas dérogatoire dans lequel l'information consultation ne se fait pas de manière préalable. Un point à noter également, s'agissant des ordonnances, il y a eu une ordonnance du 25 mars 2020 également qui porte sur les dérogations en matière de durée du travail et qui impose à l'employeur une information sans délai et par tout moyen du CSE lorsque l'employeur utilise l'une des dérogations prévues par cette ordonnance sur la durée du travail. Ok, merci beaucoup, maître. Et du coup, comment organiser le dialogue social en période de confinement? Les réunions de CSE en visioconférence sont-elles valides ou pas? Alors là, la réponse va sembler un peu évidente, c'est-à-dire que le dialogue social, il doit continuer à s'organiser, mais dans la limite des contraintes sanitaires qui sont imposées par le gouvernement et dans la limite aussi des capacités organisationnelles de l'entreprise. Donc, l'organisation du dialogue social et sa poursuite va dépendre du fonctionnement et des moyens de chaque entreprise et va être différent. Pour la visioconférence, qui va être vraisemblablement l'outil qui va être privilégié et en tout cas dont l'utilisation est recommandée par le gouvernement, le problème c'est que la loi dit qu'à défaut d'accord signé entre l'employeur et les membres du CSE sur l'usage de la visioconférence, son recours est limité à 3 réunions par année civile, ce qui fait peu compte tenu de la situation qui va sembler perdurer. Alors cependant, il faut noter que le gouvernement, dans la loi d'urgence sanitaire, a prévu que les dispositions relatives aux modalités d'information et de consultation du CSE devront faire l'objet d'une ordonnance pour assouplir ces règles d'information et de consultation. Et donc, il est fort probable que dans l'ordonnance qui devra arriver dans les prochains jours, je crois même d'ailleurs que parmi les ordonnances qui sont examinées ce jour en Conseil des ministres, il y en a une qui concerne les règles en matière d'information et de consultation. Il est fort probable que la visioconférence soit étendue sans restriction à toutes les entreprises. Très bien, merci. Le CSE peut-il empêcher des mesures que la direction souhaite prendre, telles que le chômage partiel ou l'obligation de poser des CP, par exemple? Alors, en pratique, non. En tout cas, en théorie, non. Le CSE ne peut pas empêcher la direction de prendre des mesures telles que le chômage partiel, l'obligation de poser des CP. Il peut seulement rendre un avis défavorable pour marquer son désaccord avec la mesure envisagée par l'employeur. Par contre, si l'employeur ne respecte pas l'obligation préalable de consulter le CSE, le CSE pourrait, on peut imaginer, saisir le juge des référés pour qu'il ordonne la suspension de la mesure jusqu'à la consultation régulière du CSE. On pourrait également imaginer dans l'hypothèse où le CSE n'est pas suffisamment informé dans le cadre de l'information consultation, que celui-ci refuse de rendre un avis tant qu'il ne bénéficie pas du niveau d'information souhaité pour rendre cet avis. Et encore une fois, en cas de litige, dans ce cas-là, c'est le juge des référés qui serait compétent pour juger du niveau d'information qui doit être donné au CSE dans ce cadre, et ça pourrait être un moyen pour le CSE de retarder la mise en œuvre des mesures. Mais en tout état de cause, le CSE ne peut pas empêcher l'employeur de prendre ces mesures-là. Très bien, donc en fait, rien ne change par rapport à C'est ça. la normale. C'est ça.
Alors, une question particulière que nous a posée un de nos internautes. Dans ce contexte Covid-19, comment mettre en place un CSE pour une entreprise créée il y a un peu plus d'un an, donc le 18 mars 2019, et ayant un effectif de plus de 11 salariés? Alors oui, c'est une question qui revient assez souvent et qui est assez délicate parce que c'est la période en plus à laquelle beaucoup d'entreprises doivent mettre en place des CSE. Alors, ce qui se passe, c'est que la loi d'urgence sanitaire prévoit dans son article 11 que le gouvernement prendra par ordonnance toute mesure qui a pour objet, je cite, de suspendre les processus électoraux des CSE qui sont en cours. Donc, ça veut dire que pour l'instant, rien n'est inscrit dans les textes pour empêcher ce processus, mais il est vivement recommandé de suspendre ces processus électoraux qui vont avoir en pratique de nombreuses difficultés pour se poursuivre. Et de toute évidence, une ordonnance va être prise rapidement pour statuer sur le devenir de ces processus électoraux, à savoir quand est-ce qu'ils vont être reportés, dans quelles conditions on pourra éventuellement les poursuivre à une période ultérieure, lorsque le confinement sera terminé, etc., etc. Donc tout ça va être réglé dans les prochains jours, encore une fois, par ordonnance, par le gouvernement. Donc, affaire à suivre. Passons à la thématique mesures sanitaires et CSSCT, si vous le voulez bien. Si un salarié est atteint par le Covid-19, quelles sont les mesures que doit prendre l'employeur pour protéger l'ensemble de ses salariés? Et a-t-il obligation de faire un compte-rendu de ses actions? Alors, sur les mesures qu'il doit prendre, le juriste vous répondra que l'employeur, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est l'obligation de sécurité classique qui est prévue par le Code du travail. En pratique, comment ça se passe? L'employeur, il doit suivre toutes les recommandations qui ont été faites par le gouvernement. Donc, on pense notamment aux gestes barrières. On peut également penser aux procédures qui ont été mises en place dans le cadre spécifique du travail, comme par exemple, en cas de contamination avérée, le nettoyage des sols et des surfaces dans lesquelles le travailleur qui est contaminé a évolué afin de prévenir finalement la propagation du virus et l'éventuelle contamination d'autres travailleurs. Dans ce cas aussi, en cas de contamination avérée, l'employeur doit évidemment envoyer le salarié vers un médecin pour qu'il puisse être placé en arrêt maladie si cela est nécessaire. Donc, il y a toute une série de mesures et de recommandations qui sont prévues par le gouvernement et que l'employeur se doit de suivre pour empêcher la contamination de ses salariés. Et il faut aussi rappeler que s'agissant du compte rendu de ces actions, donc, de qui on parle certainement des élus du CSE. Est-ce qu'il doit finalement faire un compte rendu de ses actions au CSE et éventuellement au CSSCT, CSST, pardon. Dans ce cas-là, l'employeur, il n'a pas forcément l'obligation de faire un compte rendu de chaque action qu'il fait, mais par contre, si il met en place un plan pour justement protéger ses salariés et que ce plan constitue un aménagement des conditions et de l'organisation du travail, ce qui va certainement se passer parce que c'est des mesures, on peut par exemple penser à la modification des espaces de travail, etc. C'est des mesures qui entraînent ce type d'aménagement. Dans ce cas-là, il doit préalablement informer et consulter le CSE et donc rendre compte de son action par le biais de cette consultation. Et en dehors de ce cas particulier, il n'y a pas d'obligation légale, mais le gouvernement a conseillé d'associer le CSE à chacune des actions de l'employeur visant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Très bien. Alors, une autre question qui se pose pour les personnes qui ne font pas de télétravail aujourd'hui et qui ne sont pas en chômage partiel et qui respectent également assez strictement tout ce qui est mesures de confinement que nous vivons actuellement. Quelle est la responsabilité de l'employeur
si un de ses salariés contracte le virus sur son lieu de travail ou en se rendant sur son lieu de travail? Alors, la responsabilité de l'employeur, c'est celle qu'on vient de citer, c'est-à-dire que si l'employeur n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés dans le cadre du travail, il peut engager sa responsabilité contractuelle, c'est-à-dire celle qui est relative à l'obligation de sécurité, d'accord? Et cette obligation de sécurité, juridiquement, elle s'est quand même assouplie au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que auparavant, on a souvent entendu l'obligation de santé et de sécurité de résultats, d'accord? Aujourd'hui, depuis certains arrêts récents, la Cour de cassation considère que l'employeur n'a plus qu'une obligation de moyens renforcés. En tout cas, les observateurs considèrent que cette obligation s'est assouplie et que finalement, si l'employeur prouve qu'il a mis en place toutes les mesures, et donc dans le cas du Covid, ce serait de démontrer qu'il a respecté toutes les prescriptions gouvernementales, dans ce cas-là, il pourrait s'exonérer de cette responsabilité. D'accord. Après, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas quelle va être l'appréciation future des tribunaux du respect de cette obligation de sécurité. Donc, on peut imaginer quand même sans problème la situation dans laquelle un salarié contracte le virus sur son lieu de travail si l'employeur n'a pas mis en place les mesures barrières, n'a pas mis en place de plans pour empêcher les autres salariés d'être contaminés, et ben, du coup, on peut imaginer que les salariés contaminés du fait de la carence de l'employeur pourraient obtenir des dommages et intérêts du fait de la responsabilité contractuelle de l'employeur. Très bien. Alors, on a eu également beaucoup de questions sur le droit d'alerte et sur le droit de retrait. Que choisir et dans quel cas? Et que faire quand l'employeur refuse, ne trouve pas justifié le droit de retrait? Alors, le droit d'alerte et le droit de retrait, il ne faut pas les regarder comme des droits alternatifs, comme si j'en choisis un et pas l'autre. Il faut plutôt les regarder comme des droits complémentaires, puisqu'ils vont souvent de pair. C'est-à-dire qu'en fait, le droit de retrait, c'est le droit de tout salarié de se retirer d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce qui peut être le cas, par exemple, dans la situation actuelle, lorsque l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires, hein, les prescriptions gouvernementales pour protéger ses salariés, et que, en plus de ça, il y a des cas de coronavirus qui seraient avérés sur le lieu de travail. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le droit de retrait ne peut pas être utilisé du seul fait de l'existence de la situation de coronavirus. Il faut vraiment qu'il y ait une situation de danger. D'accord? Donc, les critères éventuellement qui pourraient être retenus pour le droit de retrait, c'est l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger la santé, et deux, en plus, il y a des risques qui sont avérés puisque d'autres salariés ont été contaminés. Donc potentiellement, vous qui travaillez avec d'autres salariés, vous pouvez être aussi contaminé. Donc dans ces cas-là, le droit de retrait pourrait être fondé, d'accord, mais ça n'empêche pas l'employeur de dire moi je considère que ton droit de retrait n'est pas fondé. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que l'employeur va faire une retenue sur votre salaire en cas de droit de retrait. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous payer toute la durée où vous effectuez votre droit de retrait. Donc, il faut être assez certain, assez, entre guillemets, sûr de son coup avant d'utiliser son droit de retrait. Parce que sinon, votre employeur ne va pas vous payer, et quand bien même vous saisiriez le conseil de prud'homme, c'est le juge du fond qui va valider le bien fondé ou non de votre droit de retrait, et ce qui peut impliquer un contentieux de plusieurs années, surtout que les tribunaux en ce moment sont fermés. Donc, moi, le conseil pour le droit de retrait, il faut déjà, bien s'assurer qu'on est dans la bonne situation, qu'on remplit les critères du danger grave et imminent, et surtout d'associer l'utilisation de votre droit de retrait avec l'utilisation du droit d'alerte des représentants du personnel, puisque la loi donne deux types de droits d'alerte applicables à la situation du coronavirus. On a d'abord le droit d'alerte en cas d'atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, d'accord, qui est une procédure d'enquête
qui conduit normalement à la saisine du conseil de prud'homme sous sa forme des référés. Alors, c'est pas forcément celui que je conseille parce que en cette période dans laquelle les tribunaux sont fermés, seules, effectivement, les procédures d'urgence fonctionnent, mais elles doivent être considérablement engorgées du fait qu'il y a énormément de changements et donc énormément de litiges. Et il y a une deuxième procédure d'alerte qui est le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, et qui est aussi une procédure d'enquête, mais qui mène cette fois à la saisine de l'inspection du travail, et qui, à mon sens, est une solution à privilégier car c'est une procédure qui est plus rapide et donc plus dissuasive pour l'employeur, d'accord, plutôt qu'un droit d'alerte qui mènerait à une saisine du conseil de prud'homme. Très bien. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de l'inspection du travail en cas de problème. Tout à fait. Concernant les délégués syndicaux, donc il y a sans doute des accords, malgré la période un peu particulière que nous vivons, qui sont en train de se négocier en lien avec l'actualité. Est-ce que la responsabilité d'une organisation syndicale peut être engagée si elle signe un accord qui autorise l'employeur à imposer des jours de congés payés et qui donc incite les salariés à reprendre le travail juste derrière? Alors non. Effectivement, il n'y a aucune responsabilité juridique qui ne pèse sur les organisations syndicales qui signeraient de tels accords, hein. Quand bien même, effectivement, la signature de tels accords ne les rendrait pas très, très populaires au sein de l'entreprise, il n'y a aucune responsabilité juridique qui pèserait sur ces organisations syndicales. Merci. Donc, il y a effectivement, semble-t-il, de nombreux accords qui sont en train de se négocier, notamment en lien avec les ordonnances sur les congés payés. Est-ce que l'accord d'entreprise peut prévoir un dépassement des 6 jours de congés payés autorisés par l'ordonnance? Alors sur ce point, l'ordonnance, elle est très claire, hein, cette ordonnance du 25 mars, puisqu'elle fixe clairement une limite au nombre de jours de congés payés pour lesquels l'employeur peut fixer unilatéralement la date. Et donc l'accord d'entreprise ne peut pas prévoir plus de 6 jours par salarié. Très bien. Donc plutôt essayer de les négocier à la baisse pour arranger nos salariés. Et encore une nouvelle question liée au confinement actuel. Comment négocier un accord à distance? C'est vrai que ce n'est pas une chose facile. Alors, pour ça, le gouvernement, dans ses questions-réponses, a apporté plusieurs pistes, plusieurs possibilités. Donc déjà, évidemment, en recommandant une telle négociation à distance, hein, éviter d'organiser des réunions pour la négociation. C'est pas interdit, mais en tout cas, c'est recommandé de ne pas le faire. Évidemment, contrairement au CSE pour lequel la visioconférence est limitée à 3 réunions par an, s'agissant des réunions de négociation, il n'y a pas de limite à la visioconférence. Elle est complètement autorisée sans limite dès lors que le principe de loyauté des négociations est respecté. Pour la signature, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, on peut autant se parler à distance, mais pour signer, c'est plus compliqué. Alors là, il y a plusieurs moyens qui sont possibles. On a tout d'abord tout simplement envoyé par courrier l'accord à chacune des parties, d'accord, et chacune des parties signe au fur et à mesure. Et on peut même le faire par mail en imprimant l'accord, en le signant, puis en le scannant et en le renvoyant à chacune des parties. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité pour une organisation syndicale de donner mandat à une autre organisation syndicale de signer pour son compte. Ce qui fait que dans ce cas-là, une seule organisation syndicale pourrait signer au nom de tous les autres l'accord. Et enfin, il y a une dernière possibilité, c'est la signature électronique. Donc, c'est un dispositif qui permet
totalement faciliter la signature des accords à distance. Par contre, il n'est pas gratuit. C'est un prestataire qui s'occupera de cette signature électronique et ça coûtera entre 20 et 50 € par utilisateur pour un mois. D'accord, très bien. En effet, de notre côté, sur notre CSE, on a déjà eu l'occasion de pratiquer ces signatures électroniques. Alors, parlons maintenant du chômage partiel. Donc, quel est le processus de mise en place de l'activité partielle et pour quelle durée ce dispositif peut-il être mis en place? Alors, sur le processus, il est assez simple. En réalité, l'entreprise, elle doit déjà se trouver dans l'un des 3 cas de chômage partiel pour pouvoir en faire la demande. Donc, soit être concernée par les arrêtés qui prévoient une fermeture de l'entreprise. Donc ça concerne tout ce qui est centres commerciaux, restaurants, bars, etc. Deuxième possibilité, il faut qu'il soit confronté à une baisse d'activité ou à des difficultés d'approvisionnement. Et ça, il devra le démontrer. Il ne faut pas simplement qu'il dise qu'il va avoir une baisse d'activité, mais il faudrait objectivement qu'il apporte, qu'il étaye par des documents cette baisse d'activité. Et troisième possibilité, qu'il lui soit impossible de mettre en place les mesures de prévention pour protéger ses salariés. Donc ça, c'est pareil, il faudra qu'il le démontre. Si l'employeur il est dans l'un de ces 3 cas, il peut procéder à une demande de mise en activité partielle. Cette demande est faite de manière dématérialisée sur un site internet du gouvernement et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. C'est-à-dire que l'employeur peut tout de suite les mettre en activité partielle son entreprise et faire la demande une semaine ou 2 semaines plus tard. Ensuite, lorsque l'administration réceptionne la demande, elle a 48 heures pour la valider de manière explicite et si au bout des 48 heures, elle ne l'a pas validée, la demande est tout de même validée de manière implicite. Petit point de précision aussi, si l'entreprise a plusieurs établissements, il faut faire une demande par établissement. Ça, c'est un point important. Et enfin, sur la durée du dispositif de chômage partiel, la loi donc, a étendu, il y a eu une extension déjà par le décret sur le chômage partiel de la durée de 6 à 12 mois. Donc aujourd'hui, la durée peut être au maximum de 12 mois. Et il y a une limite aussi qui est propre aux salariés puisqu'on ne peut pas faire plus de 1000 heures de chômage partiel pour un salarié par année, ce qui correspond à peu près à 6 mois et demi lorsque vous êtes à 35 heures. Très bien. Une autre question qui se pose en particulier pour les salariés, mais aussi quand les élus de CSE sont consultés, comment est calculée la rémunération pour les salariés concernés par cette mesure? Est-ce que les primes sont incluses? Quel type de primes? Est-ce que les variables sont prises en compte? Voilà. Alors, sur le montant de la rémunération, les salariés ils percevront une indemnité compensatrice qui correspond au minimum à 70% de leur rémunération antérieure brute. Donc, compte tenu du régime favorable social qui a été prévu, c'est-à-dire que cette indemnité n'est pas soumise à cotisation sociale, elle est souvent soumise à CSG-CRDS, ça correspond à peu près à 84% du salaire net touché antérieurement. Et il y a une garantie minimale, évidemment, puisque cette indemnité ne peut être inférieure au SMIC. Cette indemnisation, elle peut être portée jusqu'à 100% de la rémunération antérieure brute, dans 2 cas, soit si l'employeur de lui-même porte cette rémunération à 100% par décision unilatérale, soit en cas d'accord d'entreprise. Donc, il est possible de négocier pour augmenter ce minimum de rémunération lorsqu'on est en activité partielle. Sur l'assiette de calcul, c'est un peu plus complexe puisque cette assiette de calcul, c'est la même que celle des congés payés. Donc, il faut regarder quelle est l'assiette de calcul des congés payés. Et pour cela, la loi considère que seules les primes et les rémunérations variables qui ne rémunèrent pas la période de prise de congé peuvent être prises en compte. D'accord? Donc, ça veut dire que les primes, par exemple, annuelles,
qui couvrent toute la période, y compris les congés payés, ne peuvent pas être incluses dans la base, puisque ça reviendrait à payer 2 fois les congés. Donc, à titre d'exemple, on a les primes d'astreinte qui peuvent être prises en compte, les heures supplémentaires, les commissions pour les commerciaux, les primes d'objectifs si elles sont individuelles et qu'elles ne couvrent pas toute l'année. Et à contrario, ne sont pas inclus dans cette base de calcul le 13e mois, la prime d'intéressement ou la prime de participation. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Et qu'advient-il des contrats de travail de personnes en chômage partiel? Sont-ils rompus ou suspendus? Et les salariés concernés doivent-ils signer un avenant? Donc ça avait fait l'objet d'une question d'une de nos internautes et je pense qu'il y avait eu un petit malentendu entre elle et son RH. Alors oui, la question, enfin la réponse est plutôt simple, hein. Les contrats de travail, ils sont suspendus pendant toute la durée du chômage partiel et ils reprendront évidemment dès l'expiration de cette période. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rupture du contrat de travail du fait du chômage partiel. Et il n'y a pas besoin de signer d'avenant. Pourquoi? Parce que cette mesure de chômage partiel, c'est considéré comme un changement des conditions de travail et pas une modification. Et du coup, les salariés ne peuvent pas la refuser. Ça veut dire que si les salariés refusent le chômage partiel, ils commettent une faute et cette faute, elle est passible d'une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement. Très bien. Maintenant, venons-en aux élus qui peuvent être également concernés par le chômage partiel. Préalablement, ils devaient donner forcément leur accord pour pouvoir passer en chômage partiel. Est-ce toujours le cas? Et que se passe-t-il pour leurs heures de délégation et les heures passées en réunion de CSE, parce qu'on est tous amenés à vivre des réunions de CSE en ce moment, sont-elles intégrées à leur temps de travail partiel? Alors, sur tout d'abord l'accord hein, pour le passage en chômage partiel des salariés protégés, effectivement, il n'y a pas si longtemps, l'employeur devait demander l'accord du salarié protégé pour le passer en chômage partiel, mais une ordonnance est venue par là et dispose que l'activité partielle s'impose aux salariés protégés sans que l'employeur n'ait besoin de recueillir l'accord du salarié, dès lors que l'ensemble des salariés dans l'entreprise, l'établissement, l'atelier dans lequel est rattaché le salarié protégé, dès lors que l'ensemble des salariés sont aussi mis en chômage partiel. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cas dans lequel le salarié protégé peut légitimement refuser, c'est le cas où tous les salariés ne sont pas mis en chômage partiel. Pour les heures de délégation, la mise en activité partielle, elle n'a pas d'impact sur les heures de délégation, hein, puisque ces heures, elles dépendent du mandat du salarié, elles ne dépendent pas de son travail effectif. Donc là-dessus, pas de problème. Sur le point de savoir si les heures passées en réunion sont finalement affectées par cette mise en chômage partiel, de la même manière, la jurisprudence a déjà statué sur ce point. Les heures qui sont consacrées à l'exercice des fonctions représentatives, elles s'imputent sur le crédit d'heures et doivent être payées à l'échéance normale, comme si on n'était pas en activité partielle. Donc, il n'y a pas de changement non plus à ce niveau-là. D'accord, très bien. Alors pour finir, une question qui me tient très à cœur, puisque c'est la question de Serge qui nous l'a soumis sur les groupes privés que nous animons pour les élus de CSE. Et c'est une colle à laquelle nous n'avons pas trouvé de réponse. Donc Serge est en mi-temps thérapeutique et son entreprise l'a mis en chômage partiel à 50%. Il touche le chômage partiel sur le temps travaillé normalement, en l'occurrence 17h50 par semaine, et la maladie pour le reste, ça se passe comment? Alors pour cette question, déjà dans sa formulation, il y a deux hypothèses qu'on peut prévoir parce que la mise en chômage partiel à 50%, ça veut dire quoi? C'est 50% du temps de travail ou c'est-à-dire de ces 17h50 par semaine ou c'est 50% de la durée totale de travail qu'il a de manière contractuelle
en dehors du cas de mi-temps thérapeutique. Donc, si on est dans cette dernière hypothèse, c'est-à-dire que c'est l'employeur a finalement voulu mettre Serge en chômage partiel à 100% de son travail effectif dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, bah dans ce cas-là, effectivement, il va bénéficier de l'indemnité compensatrice du chômage partiel pendant toute la durée du travail qu'il aurait dû accomplir, donc 17h50 par semaine. Et pour le reste, il va bénéficier normalement des indemnités journalières de sécurité sociale, puisqu'il se trouve en maladie pour l'autre moitié du temps. Donc ça, normalement, il n'y a pas de changement du fait de la mise en activité partielle, à mon sens. La deuxième hypothèse, c'est celle où, lorsque l'entreprise dit qu'elle met Serge en chômage partiel à 50%, elle le met à 50% de la durée de travail effectif dans le cadre du chômage, dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Donc, ça veut dire finalement qu'il continuera à travailler pendant 8h75, hein, si on fait le chiffre précis. Il bénéficierait d'une indemnité chômage partiel pour 8h75 et pour le reste du temps, il serait toujours en mi-temps thérapeutique et bénéficierait toujours de ses IJSS pour 50% de son temps de travail total. Donc, à ce niveau-là, il faudrait solliciter des précisions de son employeur pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette mise en chômage partiel. Mais en tout cas, si la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il advient de mon mi-temps thérapeutique en cas de mise en chômage partiel, a priori, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. D'accord, je pense que c'était plus en termes de source de revenus où il se posait des questions. Et donc, a priori, les deux pourraient jouer en même temps, à la fois les IJSS et les indemnités de chômage partiel. Il n'y a pas opposition entre les deux. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, dans les textes. Après, il peut être intéressant pour lui de se rapprocher aussi de l'assurance maladie pour savoir s'il n'y a pas d'impact. Oui, mais il a énormément de mal. L'assurance maladie ne répond plus. Je comprends, parce que en ce moment, ça doit être compliqué. Mais a priori, au regard des textes, le versement des IJSS n'est pas subordonné à un travail effectif du salarié dans l'entreprise. Donc, s'il est en chômage partiel, il pourra continuer à bénéficier des IJSS. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à un autre sujet visé par toutes les ordonnances qu'on a vues défiler ces derniers jours. Les congés payés, RTT et heures de récupération. Donc, que prévoient les ordonnances à ce sujet-là? Y a-t-il un délai de prévenance? Est-ce que le délai de prévenance peut être réduit ou pas? Et quels sont le nombre de jours concernés au maximum? Et encore une fois, jusqu'à quand cette mesure s'applique? Alors, pour faire un point rapide sur l'ordonnance qui a modifié effectivement les règles sur les congés payés, il y a deux nouveautés. Tout d'abord, il y a la possibilité pour l'employeur, lorsqu'il conclut un accord d'entreprise, de pouvoir fixer unilatéralement un nombre de jours de congé à la date qu'il veut pour chaque salarié et dans la limite de 6 jours de congé. D'accord ? Pour pouvoir fixer librement ces jours de congé, il doit cependant respecter un délai de prévenance qui doit être d'au moins 1 jour franc. Donc ça, c'est la négociation dans le cadre de la signature de l'accord d'entreprise qui permet d'augmenter ou pas ce délai, mais il ne peut pas être inférieur à 1 jour franc. La deuxième nouveauté, c'est que l'ordonnance permet aussi à l'employeur d'utiliser le CET pour pouvoir placer des jours de congé de manière unilatérale. Et donc, il peut utiliser les jours de RTT et les jours de repos qui sont dans le CET jusqu'à 10 jours et il peut ainsi les placer et imposer aux salariés ces jours de congé. Donc, au total, on a un maximum de 16 jours qui peuvent être utilisés par l'employeur et qui peuvent être placés la date qu'il souhaite et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Très bien. Merci beaucoup. Et est-ce que ces congés peuvent être imposés par anticipation?
Mettons, un salarié a été embauché en février et son employeur, en avril, lui impose de poser 6 congés payés. Est-ce que c'est possible? Alors, en principe, non, c'est pas possible, puisque la jurisprudence là-dessus, elle est claire, hein, elle a déjà jugé qu'un employeur ne peut pas imposer à un salarié de prendre ses congés par anticipation, c'est-à-dire de les prendre avant l'ouverture de la période de prise de congé. Mais encore une fois, l'ordonnance dont on vient de parler et surtout l'accord d'entreprise qui permet à l'employeur de décider des 6 jours de congé, il permet à l'employeur de les placer par anticipation, c'est-à-dire d'imposer par anticipation la prise de ces 6 jours de congé. Donc là, encore une fois, l'ordonnance déroge à l'état du droit antérieur finalement à cette crise sanitaire. Très bien. Et que faire, parce que là, on approche du mois de mai, de la fin du mois de mai et beaucoup d'entreprises doivent poser leurs congés de mai à mai. Donc, qu'advient-il des congés payés qui n'ont pu être posés en fin de période à cause de cette crise sanitaire, puisque les salariés essayent quand même de les garder, un petit peu? Alors, tout va dépendre en fait de la situation. C'est-à-dire que normalement, les jours de congés payés qui ne sont pas pris à la fin de la période, ils sont perdus, classiquement. Si le salarié a demandé à son employeur à prendre tous ses congés et que l'employeur ne l'a pas mis dans la situation de prendre ses congés, donc finalement, c'est de la faute de l'employeur si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés, dans ce cas-là, le salarié est fondé à demander soit le report, soit l'indemnisation de ses congés. Donc, en pratique, évidemment, le mieux pour le salarié, c'est d'essayer de trouver un accord avec son employeur. Donc, soit sur un report, soit sur une indemnisation. Mmh. Si un accord n'est pas possible ou n'est pas trouvé, seule une action prud'homale permettra au salarié d'obtenir l'indemnisation des jours à condition qu'il puisse démontrer que c'est la faute de l'employeur et que l'employeur, finalement, l'a mis dans l'impossibilité de prendre ses congés. Il y avait aussi dans cette question une partie congé épargne-temps, puisqu'on peut se demander est-ce que finalement ces congés que je ne peux pas prendre, est-ce que je ne peux pas en faire autre chose? Est-ce que je ne peux pas les mettre dans un compte épargne-temps si j'en ai un? Alors effectivement, la loi prévoit que la 5e semaine de congé payé, c'est-à-dire les jours de congé au-delà du 24e jour ouvrable, peuvent être affectés au CET. Très bien, à condition qu'il y ait eu un accord d'entreprise sur le CET dans À condition. l'entreprise, bien évidemment. Mm. Alors, la défense des salariés, et ça, c'est une question qui est revenue assez fréquemment. Il semblerait que beaucoup d'employeurs cherchent à favoriser la mise en place du chômage partiel pour des salariés qui avaient d'ores et déjà fait leur demande de congé pour garder leur enfant à domicile, leur enfant de moins de 16 ans, comme c'est prévu par les dispositions actuelles. Est-ce qu'il en a le droit? Alors, si le salarié est en arrêt de travail pour garde d'enfant et que son employeur, a posteriori, fait une demande d'activité partielle, c'est la première cause de suspension du contrat de travail qui prime. Donc, c'est-à-dire l'arrêt de travail pour garde d'enfant. Donc, dans ce cas-là, quand bien même l'entreprise se met en activité partielle, le salarié, lui, reste sous le régime de l'arrêt de travail et donc continue à percevoir les indemnités correspondantes. Et la question de l'activité partielle ne se posera qu'à la fin de l'arrêt de travail pour garde d'enfant. Très bien, et on peut renouveler tout à fait cet arrêt pour garde d'enfant, cet arrêt maladie? S'il est justifié, tout à fait. Alors, c'est une question, c'est la question juste après d'ailleurs. Est-ce que Oui. les prolongations d'arrêt de travail sont-elles possibles? Donc, ça rejoint cette question puisque, à mon sens, effectivement, les prolongations d'arrêt de travail, elles sont toujours possibles dès lors que le médecin qui a donné l'arrêt de travail initial et qui juge nécessaire peut prolonger autant de fois que nécessaire l'arrêt de travail. Alors en pratique, ça peut être compliqué parce qu'effectivement, on est en période de confinement. C'est peut-être assez difficile
d'aller voir un médecin, soit parce qu'on a peur d'être infecté, soit parce que il y a moins de médecins disponibles ou les consultations sont engorgées, sachez qu'il demeure possible de consulter un médecin par téléconsultation si vous souhaitez un renouvellement de votre arrêt maladie. Et petite précision aussi pour les personnes qui souffrent d'une affection longue durée ou qui sont enceintes, ces personnes elles peuvent solliciter la délivrance d'un arrêt de travail dématérialisé sur le site Amélie. Donc c'est le site déclare.amélie.fr et ça leur permettra au moins d'obtenir l'arrêt de travail initial, sachant que dans ce cas, l'arrêt de travail de renouvellement, de prolongation, il dépendra, et je cite ce site de l'arrêt maladie, il dépendra de l'évolution des recommandations des autorités sanitaires. Donc, ce sera probablement lié finalement à la mesure de confinement. Très bien. Donc, on a vu aussi que pour certains secteurs autorisés, la durée du temps de travail était augmentée, enfin la durée de temps de travail hebdomadaire, j'entends. Est-ce que ces heures supplémentaires qui sont réalisées dans les secteurs autorisés seront majorées comme des heures supplémentaires normales ou ce sera considéré comme du temps de travail traditionnel et payé au tarif horaire habituel? Alors, a priori, oui, ce seront des heures majorées, puisque l'ordonnance qui impose ces dérogations ne prévoit aucune disposition qui interdirait cette majoration des heures supplémentaires qui sont effectuées dans ce cadre. Donc, a priori, il n'y a aucun texte qui s'oppose à la majoration des heures supplémentaires et celle-ci sera donc due. Très bien. Alors, on passe à nos 2 dernières questions qui concernent les personnes qui travaillent dans le médical. Donc, il y a une question que je vous ai envoyée totalement, mais que je vais résumer de la manière suivante. Un recours contre l'employeur est-il possible dans le cas où le matériel de protection fourni est jugé insuffisant, entre autres des masques chirurgicaux à la place de masques FFP2? Alors, c'est une question qui est délicate parce que effectivement, ça mêle plusieurs sujets et à la fois effectivement la nécessité de protéger la santé des salariés, mais aussi les contraintes qui peuvent s'imposer à certains établissements qui ne disposent pas forcément des moyens pour assurer cette santé. En tout cas, ce que je conseille à cette personne, c'est d'abord d'agir de manière rapide et efficace en faisant intervenir les personnes qui peuvent permettre l'obtention du matériel adéquat. Donc, je pense évidemment au CSE, au CSST quand il existe, mais également aux médecins du travail, à l'inspection du travail. Tous ces intervenants peuvent aider le salarié à obtenir le matériel de protection adéquat. D'accord? Et si l'employeur persiste à refuser à fournir ce matériel, il est également possible de faire usage de son droit de retrait, avec toutefois les tempéraments qu'on a évoqués tout à l'heure, s'agissant de la perte de salaire. En tout cas, voilà, parce que si on s'engage dans une procédure, dans une action qui est judiciaire, il y a beaucoup d'inconvénients et notamment l'inconvénient en termes de temps, quand bien même on agirait en référé et quand bien même on agirait en référé, il n'est pas certain d'obtenir gain de cause. Donc, il vaut mieux utiliser les moyens qui sont à disposition et les intervenants qui sont mis à disposition par la loi pour essayer d'obtenir le matériel nécessaire. Très bien. Et enfin, donc dernière question. Les soignants sont particulièrement exposés au virus. Et s'ils venaient à contracter le Covid-19 dans le cadre de leur travail, est-ce que ça sera pris en charge au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle? Alors ça aussi, c'est une question qui est très délicate parce qu'on ne sait pas encore comment effectivement l'assurance maladie percevra la contamination au Covid-19 dans le cadre du travail, si ce sera pris en charge
comme un accident ou une maladie professionnelle. Alors là, effectivement, je parle uniquement dans le cas des soignants affiliés au régime général de sécurité sociale, hein, qui peuvent en théorie être pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En pratique, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, s'agissant des maladies professionnelles, à l'heure actuelle, le Covid-19, il n'est pas inscrit au tableau des maladies professionnelles, ce qui permettrait, si c'était le cas, une prise en charge automatique au titre des maladies professionnelles. Donc, pour que le salarié obtienne la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle, il faut qu'il passe par un comité spécifique qui s'appelle le Comité régional des reconnaissances de maladies professionnelles, et ensuite qu'il puisse démontrer l'existence d'un lien de causalité entre sa maladie et le travail, ce qui peut être très difficile dans le cadre du Covid, parce qu'on le sait, c'est une maladie qui peut intervenir tant dans le cadre professionnel que dans le cadre personnel. Donc, comment prouver qu'on a été infecté sur son lieu de travail, alors que ça peut être dans le cadre de faire, par exemple, lorsqu'on fait ses courses, ou lorsqu'on rentre chez soi, ou lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue. Donc, ça va être compliqué à démontrer. Et en plus, il faut démontrer que soit la victime est décédée, soit qu'elle a un taux d'incapacité permanente d'au moins 25%. Donc, il faut réunir ces deux conditions. Si le comité refuse, il y a toujours d'autres moyens de recours, notamment la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire, la cour d'appel. Donc, il y aura toujours une possibilité d'essayer de le faire, mais en tout cas, les conditions sont très compliquées. Pour l'accident du travail, ça va être pareil. Pourquoi? Parce que l'accident du travail, il y a un critère qui est nécessaire, c'est la soudaineté de l'accident qui a causé la lésion. Et là, c'est pareil. Le Covid-19, on ne sait pas quand exactement on a été contaminé. On a pu être contaminé il y a une semaine, il y a 3 jours. La maladie apparaissant au bout de plusieurs jours, on ne peut pas démontrer le caractère soudain de l'accident. Et donc, encore une fois, juridiquement, ça va être compliqué de démontrer que une contamination correspond à un accident du travail. Alors, c'est pas impossible, hein, mais compte tenu du mode de propagation du virus, les accidents du travail ou les maladies professionnelles qui vont être reconnues, ce sera certainement dans des cas très très particuliers et très très limités. Très bien. Alors, on espère qu'ils obtiendront gain de cause, en tout cas, parce qu'avec tout le travail qu'ils fournissent en ce moment, ce ne serait que justice. Voilà, nous en avons fini avec ces questions. Donc, j'espère que ce format a plu à l'ensemble des participants et que vous avez eu réponse à la grosse majorité de vos questions. Donc, n'hésitez pas à contacter Maître Baudin si vous avez besoin de conseils juridiques plus poussés. Vous avez ses coordonnées qui sont présentées à l'écran. Et merci encore, Maître Baudin, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci de la précision de vos réponses et de votre temps. Merci Myriam, et j'espère avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées, et je souhaite un bon courage à tout le monde pour la suite. Merci et au revoir, Maître. Au revoir. Donc pour le programme des prochains webinaires, donc je vous rappelle la page sur notre site internet, c'est www.jurytravail.com/coronavirus. Et en tant qu'élu, donc nous sommes particulièrement sollicités en ce moment. Et je vous invite également à nous retrouver dans les groupes privés d'échange entre élus que Jury Travail a créés sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, ces groupes s'appellent JT Pro CSE. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à partager avec nous et à partager ensemble nos différentes expériences en tant qu'élu en règle générale, mais en ce moment plus particulièrement dans ce contexte de Covid-19. Donc, bon courage à tous et prenez soin de vous. Au revoir.